Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous avons deux groupes d'invités ce matin. L'OPC est avec nous, représenté par le protecteur Renan Edouville, accompagné de son directeur de protection des droits humains, Amos Auguste. Et dans un second temps, on parlera de l'agribusiness avec Mélissa Sandoval, attachée économique, et Frédéric Fresnel, spécialiste économique à l'ambassade américaine. D'abord, nos deux premiers invités de l'OPC, Office protecteur du citoyen, Renan Edouville et Amos Auguste. Messieurs, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Renan Edouville, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices de Télémétropole. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Amos Auguste, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. C'est un plaisir de participer à cette émission Le Point pour une deuxième fois. Oui, oui. Bien content de faire un petit rappel là. Même pas continuer sur ça. Ok. Et on dit contexte émission, ça, c'est le 10 décembre, non? Oui, oui, tout à fait. Alors, on fait rappel là rapidement avant de nous présenter l'OPC. Pour une autre fois encore, pour permettre au public là qu'on ait ça l'affaire qui travaille non et qui mission OPC. D'abord, 10 décembre, c'est la journée des droits humains? 10 décembre, c'est effectivement la journée internationale des droits de l'homme, des droits humains. Et c'est une date qui est très importante, non seulement pour les défenseurs des droits de l'homme, mais c'est aussi une date qui est très importante pour nous-mêmes tous, au niveau de l'OPC, en tant qu'institution qui est là pour faire promotion et protection des droits de l'homme. Et c'est une année une date qui est commémorée à travers le monde. Et année ça, au niveau de l'OPC, étant donné que 10 décembre n'a tombé un dimanche, donc nous avons commémoré date ça, nous pas dit célébrer parce que le moment n'est pas à la fête. Il y a trop de problèmes en matière des droits de l'homme. Donc nous avons commémoré date ça le 8 décembre et à l'hôtel Montana. Et c'est à l'occasion pour nous-mêmes, pour nous remettre des primes à des lauréats qui étaient participés dans un concours de textes de dissertation que nous avons lancé en novembre. Et c'est un concours que nous avons lancé à deux niveaux. D'abord, niveau A, pour les étudiants de première année à quatrième année qui peuvent licencier. Et également, à niveau B, c'est des écoliers de troisième au terminal. Donc, nous avons des sujets de dissertation en rapport avec le droit à l'environnement, le quota de 30% pour les femmes, l'importance d'un écolier, d'un citoyen en matière de protection des droits de l'homme, la question de jouissance, de l'effectibilité des droits de l'homme. Et nous avons lancé le concours Lanceau, permettez-moi rapidement, M. Théodore, en novembre. Et nous avons reçu environ près de 138 candidats qui étaient envoyés textes et qui sortis d'horizons divers. Il y a même qui sortis au Cap, par exemple, l'Université Limonade. Et hier, nous avons sélectionné 128 environ près d'une trentaine que nous faisons suivre un entretien à l'oral. Et en fin de compte, nous déterminer, nous fixer près de 10 qui vont recevoir des primes par rapport à travail qui a été réalisé dans ce sujet ça qui a été traité. Donc ce sera l'occasion pour nous-mêmes, pour nous sensibiliser la jeunesse, les écoliers et aussi, pourquoi pas, les autorités politiques, les autorités au plus haut niveau de l'État, la société civile, sur l'importance des droits de l'homme et aussi sur la participation de la jeunesse en matière de protection des droits de l'homme. Donc voilà ce qui est prévu, nous sommes capables de dire dans l'occasion 10 décembre, qui c'est une journée très importante pour nous, qui c'est une date très importante pour nous, mais que nous avons commémoré le 8 décembre cette année à l'hôtel Montana. Merci. Et pour le prétexte, c'est donc le prétexte de l'émission de ce matin. Mais dis-moi, en Haïti, on toujours confond, par exemple, violation de droits monde avec abus, si vous voulez, des droits humains. Et il y a un peu de monde qui pensait que lorsqu'on a fait abus d'autorité,
c'est ça qui est violation de droit monde. Et que l'autre bagaille, un coup par exemple droit à l'éducation, droit à la santé, il pas violation de droit, il pas fait partie de la liste des violations des droits humains. Avec nous-mêmes qui dans OPC, d'après moi aujourd'hui, nous fait distinguo pour moi et pour auditeurs et téléspectateurs métropole. Et ou plus ou moins qui nous-mêmes à quel moment l'OPC senti que les concernés. Qu'est-ce que ça me dit par là? Et est-ce que c'est par exemple, le policier qui est moment li bat il fait abus sur lui, est-ce que c'est le ça nous aussi nous concernés comme monde qui est appelé à protéger le citoyen? Est-ce que c'est point ça? Mais l'autre, c'est que si on ne pas à l'école, ça va garder nous parce que nous sommes dans l'État. Mon grève a fait dans l'hôpital, on n'a pas accès à soins de santé, ça va garder nous parce que nous sommes dans l'État. Qui nous senti nous concerner nous-mêmes? D'après mes directeur de protection. D'après mes directeur de protection répondent, d'autant parce qu'on va gagner le temps même. Comme au sont militants de monde, certes, mais en tant que protecteur officiel du citoyen. Ça fait seulement environ un mois. Environ un mois. Ouais. On a avec directeur de protection de monde. Qui l'ont senti ou interpellé, qui l'ont senti ou concerné? Ok, tout d'abord, OPC sont institutions constitutionnelles. Et au terme de l'article 207 Constitution, il dit nous là pour nous protéger tout le monde qui est victime d'abus d'administration publique. Et en général, il y a parlé de violation de droits monde. Et dans la société, il y a toujours, j'en dis là, il y a des gens qui pensent que c'est leur policier battant monde, c'est leur problème de détention préventive prolongée, le gain de mauvaises conditions de détention, par exemple, c'est ça qui est considéré comme violation de droits monde. Et dans le contexte, par exemple, protecteur a parlé là de adoption et déclaration universelle de droits de l'homme, nous-mêmes en tant qu'institution nationale de droits de l'homme et au sens des principes de Paris, puisque nous faisons partie d'un système international également et au niveau des réseaux internationaux en matière des droits de l'homme, qui fait que nous sommes INDH. INDH, c'est Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Ça veut dire INDH est dans l'obligation pour l'intervenir sur toutes les questions au nom du principe de l'universalité des droits de l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas une catégorie de droits qu'on va prioriser et qu'on ne pas bailler importance à une autre catégorie. Donc, au nom de l'indivisibilité des droits de l'homme, c'est tout droit monde qui est concerné par l'institution. Maintenant, en termes d'interpellation, c'est-à-dire qui là, nous-mêmes nous sentons nous intéressés par la question et que nous devons intervenir. Premièrement, OPC gagne pour recevoir plainte. C'est toute catégorie de plainte. Que des abus administratifs, c'est-à-dire de gens qui ont un problème d'accès aux services publics, de gens qui gagnent des problèmes de révocation et d'arriérés de salaire au sein de l'administration publique. Nous gagnons des gens qui ont des problèmes avec des policiers et tout, qui sont capables de venir ça nous recevoir plainte. Mais parallèlement, il y a ce qu'on appelle les cas d'autosaisine. En matière de droit à la santé, droit à l'éducation, il fait partie d'une catégorie de droits que nous appelons des droits sociaux et économiques, qui certainement doit interpeller nous parce que dans le temps, nous avons toujours plus habitude à prôner, à préconiser le respect des droits civils et politiques. La question des libertés d'expression, liberté d'association, tout ça, le droit à un procès équitable, c'est toujours ça qui compte de priorité. Et c'est une raison que fait Haïti prend un peu de temps avant de ratifier le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et une explication qui est toujours baille, c'est le fait que pour mettre en application les droits sociaux, il demande un paquet de responsabilités au niveau de l'État. Étant donné qu'il revient à l'État de garantir et pour le protéger et pour le mettre en œuvre droits mondiaux, donc peu importe droit qui violé, OPC interpellé par lui. Alors, le discours protecteur... Non, alors maintenant, c'est le suivi. C'est quel suivi donné quand OPC dans l'État tout? Est-ce que vous ne peut pas dire, bon, au lieu de venir frapper porte OPC, pas peut-être une organisation de défense de monde qui a fait un pile bruit dans la radio? Est-ce que vous ne pouvez pas dire, bon, dans le parquet plutôt, mais dans le bureau du travail, pour les gens qui ont évoqué injustement, et autres? Parlez-moi de force, de capacité d'intervention, de capacité pour nous prendre plainte ou doléance pour nous faire arriver dans les oreilles autorités qui concernent, qui sont capables de réagir ou bien intervenir sur un dossier quelconque. Alors, je vais m'expliquer rapidement. C'est que OPC, c'est une institution que l'État a créée, qui s'est yeux, qui s'est miroir pour surveiller pour lui
garder comment lui-même appliquer question droit de l'homme. Et c'est ça le métier nous fait. Parce que nous pas en instance ONG droits humains qui est là pour dénoncer, mais nous là pour ramasser, charrier revendications et monde qui victime et faire des recommandations. Parce que nous pas en instance qui est là pour remplacer la justice, nous pas prendre de décision, mais nous gagnons autorité pour nous faire des recommandations et même de propositions de réforme. Il y a des plaintes qui directes qu'on est capable de traiter avec les autorités concernées, c'est-à-dire les autorités mises en cause. Si plainte concerne la police, ou avec l'inspection générale de la police, s'il concerne la justice ou l'autorité judiciaire, ou recommander aux corrections pour voter. Et le plus souvent maintenant, quand il s'agit de plaintes qui ont un rapport avec le droit à l'éducation, le droit et à la santé, il fait partie d'un problème de dossier systémique. Dossier systémique, il y a un rapport à un système, ce n'est pas un bon matin ou lever ou dire, bon, mais qui autorité qui ciblée par telle question. Si nous prenons exemple de problème qui concerne la santé publique, le droit à la santé, c'est vrai, nous avons droit adresser à la ministre de la Santé publique là pour porter des réponses, mais lorsque ces systèmes sont les mêmes qui ont un problème, ça a demandé une étude approfondie pour nous sûr que nous avons adressé des recommandations qui sont appropriées aux concernés et pour dire, mais qui changement nous espérer que nous sommes capables de fait le niveau de l'État. Si je comprends, et si bien comprendre, mission OPC, Renan Edouville, c'est une entité de l'État qui a une mission noble et qui est importante. Bon, et qui est très important même, si vous permettez, M. Théodore. Et là, pour me compléter sa directeur protection sortie là, OPC en réalité intervenu à deux niveaux. Nous intervenons en amont, nous intervenons en aval. En aval, par exemple, c'est lorsque, par exemple, il y a une situation de violation des droits humains à un niveau quelconque, et puis OPC réagit. En amont, eh bien, mission OPC même, c'est essayer, ouais, dans la mesure du possible, lui capable de permettre l'État, en d'un pays, éviter des cas de violation des droits humains. Maintenant, en ce qui concerne les recommandations, tu as parlé, de bien comprendre ce que suivi, lorsque, par exemple, un monde, de façon très claire, décide de porter une plainte dans l'OPC, et puis OPC enquête, ouais, que tu as un cas de violation des droits humains, maintenant, qui suivi que l'autorité au bal. Il faut nous rappeler que l'OPC, c'est l'émanation des trois pouvoirs. Donc, c'est l'exécutif, d'un côté, c'est le Parlement, à travers la loi que le voté, loi cadre que le voté pour OPC, c'est le pouvoir judiciaire également, troisième pouvoir, c'est eux-mêmes qui mettent OPC sous pied. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en réalité, c'est une obligation, c'est un impératif même. Lorsque, par exemple, OPC fait une recommandation à une institution publique quelconque, par exemple, M. Théodore travaille dans le ministère de la Santé publique, il révoque arbitrairement, OPC enquête, il voit véritablement que M. Théodore a été révoqué arbitrairement, et bien maintenant, lorsque OPC lui-même après une enquête de proximité qu'il fait recommandation au ministre de la Santé publique pour lui recommander la réintégration de M. Théodore avec tout ça qu'il est censé découler, eh bien, c'est une obligation de cette institution parce que, comprenez très bien, autorité étatique, institution étatique, pas capable d'entraver la jouissance, l'effectivité ou bien la protection des droits humains. Donc, les salles parlent d'un problème qui est grave. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, depuis environ un mois, nous avons essayé de mener une campagne de sensibilisation auprès des autorités politiques. Nous entendons mener une campagne de collaboration avec eux pour que, dans la mesure du possible, pour capable permettre au PC remplir mission véritablement, c'est lorsque nous faisons des recommandations à eux-mêmes et ils prennent recommandations ça en compte. Monsieur Edouville, OPC, c'est un produit des autres pouvoirs. Il y a un moment de nécessité pour que une structure comme ça qui crée. Est-ce que vous prévoyez des moyens politiques, non? Bon, c'est un peu difficile là. C'est un peu difficile dans la mesure où que nous sommes capables de dire, par exemple, moi-même, les arrivé dans l'OPC là, ça fait environ un mois.
Et je n'ai pas toutes les données et chiffrées dans la tête, si vous permettez, mais l'on regarde des moyens qui sont disponibles pour OPC remplir la mission, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est de faibles moyens. Et de part que ça que nous gagnons. Parce que nous travaillons sur 3 axes, je dis. D'abord, le premier bagage que nous voulons faire, c'est développer une politique de proximité. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend, c'est faire OPC entrer dans la population véritablement. Faire plus de monde connaît qui ça OPC. Oui, mais ça suppose moyen tout. Et M. Edouville, et ma raison pour faire m'ouvrir fenêtre ça avec quoi, c'est que il y a d'autres structures de l'État qui traitent en parents pauvres. Si on a parlé là de enveloppe budgétaire, de allocation budgétaire, ministère de la Santé publique, on peut se dire qu'il y a lui-même la santé, et bon, l'éducation plus ou moins, mais on est d'accord dans l'État tout, et par rapport à d'autres structures de l'État. Est-ce que vous n'avez pas senti que l'OPC, l'Office de protection du citoyen, c'est une entité par ailleurs qu'il a dans l'État qui définit de par lui-même sa priorité par lui? Est-ce que ce n'est pas une structure qui existait que de nom, eu égard à l'ensemble de missions que nous avons remplies dans ce qui concerne protection citoyenne, tout le bon. Est-ce que nous n'avons pas senti que nous c'est pas que nous avons flotté, non, mais nous là, c'est comme si nous sommes là, parce que nous travail, on ne peut jamais faire ce pas moyen pour faire. Peut-être dans le temps, mais pour le présent moment, nous sommes capables de dire non. Nous sommes capables de dire non parce que des autorités au plus haut niveau déjà lancé des signaux pour montrer que ils sont prêts pour renforcer l'Office de la protection du citoyen. Ça, c'est une nouvelle loi annoncée, non? Dans le cadre de politique de proximité que nous voulons mettre sous pied. Deuxième bagage fondamental aussi, M. Théodore, c'est que au niveau de l'OPC, vous t'ai dit tout au début de l'émission, nous voulons faire population connaître, nous voulons travailler pour faire moun connaître lorsque, par exemple, on parler de droits humains, de droits moun, de protection des droits de l'homme, que l'OPC lui-même ni là pour le travail pour lui, eh bien, ce n'est pas seulement les droits civils et politiques. Il y a plus que ça. Lorsque, par exemple, un citoyen a un problème, a une difficulté pour le une carte d'identification nationale, eh bien, ça va attirer l'attention nous et nous commençons à travailler sur ça. Lorsque, par exemple, il y a un problème d'eau potable qui peut engendrer des cas de maladie, eh bien, ça va interpeller nous, ça supposé entrer dans l'attribution nous pour nous faire des recommandations aux autorités. Donc, en clair, journée jeudi, nous définissons non seulement une politique de proximité, mais nous définissons une politique qui accepte sous sa directeur Amos Tabdia, mon collaborateur, c'est la prise en compte de tous les droits de l'homme, de tous les droits humains, y compris les droits civils et politiques, les droits économiques, le droit à l'environnement. Et troisième axe qui est fondamental, très fondamental pour nous, si vous permettez-moi en quelques secondes, eh bien, c'est l'implication de la jeunesse et des écoliers. Nous constatons que journée jeudi, si le monde veut gagner la bataille des droits de l'homme, construire un état de droit véritablement qui chita sur la tolérance, sur le respect des droits de l'homme, sur la lutte contre la corruption, tout et tout, on est obligé de passer par la jeunesse, par les écoliers. Parce que c'est deux piliers fondamentaux. Nous ne sommes pas capables de construire un état de droit, nous ne sommes pas capables de prôner le respect des droits de l'homme si nous mettons derrière, si nous quittons derrière les étudiants. Et c'est ça que nous-mêmes, depuis environ un mois, non seulement nous lançons un concours de droits humains pour les étudiants, mais nous entendons travailler de manière très serrée, de manière très directe avec tous les jeunes au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau des associations de groupes, au niveau des groupes de base, au niveau des quartiers, au niveau des églises, pour nous rentrer jeunesse dans beaucoup plus dans une politique de droits de l'homme, une politique de socialisation de droits de l'homme qui parle chita sur la tolérance, sur les valeurs, sur le civisme, sur la question de la citoyenneté et aussi sur le principe de l'indivisibilité en matière des droits humains. Et on a parlé de droit monde et on a parlé de droit à la parole aussi. Et
droit pour m'exprimer, dit ça, et mais il y a des concepts, je dis, qui galvaudent, par exemple, concept démocratie, par exemple, abus qui fait tout le terme, non, et les gens qui comprennent ça mal. Et par exemple, par contre, si parenthèse, ça m'ouvre, s'il va me déranger l'officier et l'officier protecteur, et je dis, au nom de la démocratie, le monde fait ça, vous voulez. En plus, le monde comprend que c'est eux seulement qui ont droit. Et question, nous avons deux aspects là-dedans. Il y a un aspect pour le simple citoyen, qui par exemple a une urgence, qui peut aller les activités. Et pour l'autre groupe citoyen, décider d'empêcher le passer, bloquer la route, Et même si il y a un qui est malade, même si il y a une femme qui va l'accoucher, il n'y a pas de problème de ça. Au nom de la démocratie, pour protester, il fait ça. Et ça, c'est une. D'après moi, est-ce que nous avons fait de ça une priorité? Une priorité pour que le manifestant ou le protestataire connaisse que autant que lui-même il a droit pour le protester, l'autre monde qui va gagner pour le voir avec ça qui a pris, il a droit pas tout que mériter protégé. Je ne suis pas obligé de mourir dans la route par le fait que il y a une affaire politique qui a réglé. Au moins qui ont une revendication, moi malade, je vais à l'hôpital, je ne vais pas arriver parce que la route est bloquée. Ça c'est une. Deuxièmement, est-ce que le protecteur ou bien est-ce que l'OPC a envisagé faire un travail auprès des autorités? Là, excusez-moi si je me servir de porte-parole de monde qui n'a pas de possibilité de parler avec vous, pour me dire des ordres qui fait tous les jours dans la rue, machine officielle qui a monté sur le monde, qui a fait usage abusif de sirènes et autres populations dit il y en a ras-le-bol. Et est-ce que il y a une possibilité aujourd'hui pour nous-mêmes nous faire de dossier ça des priorités? Tout, m'entendez? Bon, première. Alors, deux choses. Premièrement, et la cause principale, M. Théodore, c'est une question d'éducation, de manque d'éducation. Pour qui ça, par exemple, un monde décidé, lorsque l'a exprimé un droit, il est obligé de violer le droit pour même en tant que citoyen, eh bien, parfois, c'est d'abord une question d'éducation. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes nous entendons à miser sur la question de l'éducation, et ceci à tous les niveaux. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aussi fondamental en Haïti, c'est une question aussi d'impunité. Parfois, eh bien, un citoyen, un monde, un individu quelconque, il doit décider de gagner un comportement qui est tout à fait illégal par rapport aux normes, eh bien, il agit parce qu'il connaît la vie dans une société où, côté que le capable de faire n'importe quoi. Donc, nous pouvons véritablement, tu as parlé de démocratie véritablement, nous pouvons véritablement arriver dans la démocratie. Nous sommes en train de construire une démocratie. Nous avons un apprentissage de démocratie. Mais la démocratie en salier, c'est la légalité. Professeur Edouville, je me professeur, c'est parce que je comprends très bien ça m'a dit. Vous êtes capable de répondre, j'aime le répondre. Vous n'avez pas de réponse que je suis dans mon nom, même quoi que Renan Edouville comprendre côté me arriver. C'est le cas par exemple de un accident qui fait. Il y a un monde son véhicule 4 roues, il fait un accident avec une motocyclette. Le motocycliste là, malheureusement, mourit. Mon dans zone là décide de couper route là. Ou obligé pour un paquet de temps, ou gon bagay, qu'on pas régler, il viole les droits. C'est un problème d'éducation. Et le ça, ou pas gon côté, qu'on a porté plainte, pas ou après la police a pris un petit temps avant d'arriver. Bon, certes, il y a bien arrivé parce que quand même c'est au cap de bloquer route là, mais entre-temps, de nombreux dégâts capables d'enregistrer et pendant des dégâts ça monde qui est victime il va sentir que le bon côté. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est un problème d'éducation. C'est un problème de climat d'intolérance également dans la société. Soit soumisé dans l'éducation, M. Théodore, ou tout miser sur la résolution pacifique des conflits. C'est-à-dire qu'on va prôner la tolérance. Et c'est ça que nous-mêmes nous voyons au niveau de l'OPC. Nous-mêmes nous entendons qu'il y a des problèmes que la société a traversés qui sont inacceptables. Il y a des bagages qui sont inacceptables. Par exemple, fort qu'on soit évoqué là, c'est inacceptable parce que ça mettait à atteinte à un droit qui est fondamental, le droit à la vie. Maintenant, comment résoudre ce problème? Vous êtes capable de résoudre en amont, vous êtes capable de résoudre en aval. Vous doit prendre des mesures, des dispositions, par exemple, pour sanctionner les gens qui sont auteurs de l'action.
comme ça tout, on doit définir une politique d'éducation pour l'autre monde, même si on a une intention pour faire action, pour avoir un comportement comme ça, il ne pas faire. Donc, ce qui signifie qu'on voulait, qu'on pas voulait, qu'on pose problème à n'importe niveau, eh bien, l'éducation en droit de l'homme, eh bien, c'est faciliter le respect ou la protection des droits de l'homme, et c'est une éducation qui est de chita sur la tolérance, sur les valeurs, ou bien si ça nous a qui bannit un climat de violence qui est en le pays d'Haïti, je veux dire. Merci, protecteur. Tu es mal avec deuxième aspect question. Tu es avec directeur de protection des droits humains. Question officielle. Bon, là, je vais commencer pour me dire que je vivre. Alors, c'est pour être témoin de lui. Moi, je suis sous machine par moi. Je vais suivre et non blocus. Nous avons une intersection côté un policier qui campait, qui a fait circulation. J'étais choqué, ouais, une machine officielle qui a passé avec sirène. Le policier a râlé en l'autre ligne qui parle en direction par là et le foncé. Je regarde les policiers tellement choqués, ils quittent la rue, ils mettent l'école sur le côté et la souki tête. Je prends le temps pour me observer ça. Et là, ça a fait qui ça? En violation de droits de l'autre monde. Je comprends, c'est vrai, et ils ont accordé en priorité. Mais priorité à des officiels, même penser, l'État doit être fait la limite règlement de circulation. Parce que le règlement de circulation, il est fait pour tout le monde. Là où tout le monde a le même droit d'accès avec lui. Parce qu'il y a une ligne de conduite pour gagner l'on là où il n'y a pas rien qui empêche un officiel, de monde qui a une plaque officielle, si gagne un empressement, gagne une voie qui est libre, il utilise l'autre voie, nous comprenons parce que c'est la pratique en Haïti. Parce que nous connaissons, et en général, si pas gagné d'urgence, si par exemple pour question ambulancier, nous connaissons la Croix-Rouge et toute ambulance qui a fait bon, pas dire excès, mais quand même, il y a une priorité ça parce que c'est de monde soit malade ou oui, mais c'est pas machine pour funèbre qui écrit. Ah non, c'est pas ça. M'a parlé de ça m'a parlé de par exemple cette ambulance nationale. Il y a un pompe funèbre qui parle pour un cadavre parce que c'est sirène. Oui. C'est pas qu'il parle pour un cadavre que si on arrive un accident par exemple, il y a une possibilité pour prendre blessé pour venir à l'hôpital. Il passe sirène pour prendre cadavre. Mais ce n'est pas travail par ça. Je ne sais pas quoi autorisé pour ça non plus. Il y a une forme d'autorisation parce que pour le transporter, prendre un cadavre de un côté, aller dans la morgue. Mais il n'y a pas sur la voie publique pour occuper de questions de sécurité publique. Est-ce que le code de la route définit qui est autorisé à passer sirène? C'est la Croix-Rouge, l'ambulance et la police. La Croix-Rouge, l'ambulance, la police. Et alors, il y a qui a fait une discussion avec moi, il me dit, et les officiels du palais, par exemple, il dit non, la présidence obligée de priorité, cortège liant, et même le sans ce n'est même pas le président et la partie du président, parce qu'il y a toujours la police devant. Ouais. Donc c'est la police qui oui, non, parce que la police ouvre voie. La police toujours là, l'ouvre voie. Mais dans les autres cas, c'est des véhicules officiels qui. Pas quoi, selon la loi qui est autorisée. Mais aujourd'hui, il y a des voitures privées à monter sur le monde avec sirène. Qui ça au PCK a fait pour ça? Bon, là, nous pensons que c'est important pour renforcer les institutions. Par exemple, il faut que le service de circulation soit beaucoup plus présent à travers les rues. Oui, mais qui pouvoir le gagner lorsque son parlementaire a passé peut passer sirène? Non, mais écoutez, qui ça policier pour le faire? M. Théodore, directeur et Amos fait tout ça là. Il y a des policiers qui sont courageux dans l'attribution. Oui, mais c'est dit que le monter des centres devant l'inspection générale, il va porter plainte pour l'État. Je ne peux pas dire comme ça. Il y a des cas déjà passés. Je ne peux pas dire comme ça. Est-ce que PC a campé derrière les policiers ça? Je ne peux pas dire comme ça. Et nous-mêmes, nous avons développé un partenariat avec l'inspection générale de la police. Nous estimons que ce serait très grave si on a décidé de sanctionner un policier qui a rempli mission valablement et qui a comme boussole les lois de la République. Laissez nous camper des policiers. Tout comme tout, nous ne pouvons pas admettre tout. À ce que nos policiers, pour X raisons,
ça te qu'on fait dans le pays pour des policiers pour X raisons, sans rapport ou bien des rapports préfabriqués par des organisations, bien des institutions entre guillemets, et bien décider voyer policiers déposer plainte par policiers dans l'inspection générale et puis pour policiers en isolement. Nous croyons que par exemple, si un policier commet un abus d'autorité, c'est clair, la loi tracée, il faut que sanctionne les policiers, il faut que prenne des mesures administratives, tout comme des mesures pénales. Mais nous pensons tout que un policier qui a fait travailler, qui a comme boussole les lois de la République, eh bien ce serait inadmissible, intolérable, eh bien pour les policiers sanctionner parce que la fait travail bien. On a une question besoin avec nous, en fait, un dernier point avec nous. Qui regarde OPC gagné sur les organismes de défense des droits humains? Qui j'en nous et qui j'en entend collaborer avec eux? Monsieur Auguste? D'accord. Sur question organisation de défense des droits humains, nous avons l'obligation pour nous collaborer avec eux. Parce que si vous apprenez une culture du respect des droits de l'homme, vous devez travailler avec les organisations de défense des droits humains. Et qui j'ai en collaboration, ça de fait. Par exemple, gagner ça relais examen périodique universel qui est fait chaque 4 ans côté Haïti à l'examiner devant le Conseil des droits de l'homme. Et au niveau international, il y a gagné de structures qui gardent et de près comment INDH, le type d'institution, a fonctionné à travers le monde. Et une chose que vous préconisez, c'est la coopération. Coopération, c'est à 2 niveaux. Coopération avec l'international en matière de soumission des rapports périodiques ou bien des rapports alternatifs, soit aux organes de traité ou bien auprès du Conseil des droits de l'homme. Et coopération avec les organismes de défense des droits humains. Il y a même ces 2 organismes de la société civile. Ils n'ont pas gagné un pouvoir. La différence, c'est que nous-mêmes, nous gagnons de prérogatives que la loi confère nous pour que nous ces institutions qui là pour veiller comment l'État a respecté et engagement qu'il prend en matière des droits de l'homme. Même si, certainement, ils ont même un pouvoir pour dénoncer, et très souvent, nous prenons dénonciation par eux pour nous prendre sous forme de plainte, sous forme de saisine d'office, pour nous porter vers les autorités pour nous adresser des recommandations. Et si vous permettez, je vais juste ajouter quelques éléments de réponse. Non seulement OPC est là pour travailler avec les organisations nationales, mais OPC tout travaille avec des institutions internationales. Je venais de dire à M. Théodore, tout récemment, il y a une délégation OPC qui était allée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, côté que nous avons participé dans le 6e congrès association francophone de toute institution internationale des droits de l'homme, pays qui parle français. Où tu as Maroc, où tu as tout l'autre pays africain, où tu as la France, où tu as le Canada. Et c'était une conférence qui était réunie environ près d'une trentaine de pays francophones. Et là, c'était dans le cadre de relations que l'OPC a développé avec les institutions internationales, parce que c'est important pour nous. Il faut qu'on dise que nous sommes capables de gagner une fierté pour nous dire que à travers l'institution qui c'est l'association francophone de toute institution internationale des droits de l'homme des pays francophones, eh bien, ou bien le Niger qui occupait la présidence, ou bien Haïti, eh bien, qui était voté par consensus comme vice-président. Donc là, c'est pour dire que non seulement c'est le devoir nous pour nous travailler avec les organisations nationales, mais c'est aussi notre devoir pour travailler, pour développer des rapports, des collaborations avec d'autres institutions internationales à l'échelle mondiale. Donc, il y a quelques secondes seulement pour nous rappeler l'activité commémorative de date 10 décembre, non? En fait, en guise de rappel. Le 8 décembre, c'est demain? Non, c'est après-demain. C'est vendredi. C'est vendredi. Et dans Montana? Montana, à compter de 9h30, c'est la remise de prix à des lauréats qui ont participé dans un concours de textes de dissertation que nous avons lancé à 2 niveaux, d'abord pour les étudiants de première à 4e année et aussi pour les écoliers de 3e au terminal. Donc nous sélectionnons environ une dizaine et tout le monde va recevoir des prix en présence des autorités étatiques et d'autres représentants d'organismes qui fonctionnent dans le pays qui sont intéressés à la question des droits de l'homme. Vous avez une pour changer OPC? Ah, mais tout à fait, mais René Douville n'a pas qu'à faire pour compter. Heureusement que René Douville est encadré par des collaborateurs très dynamiques.
non seulement mon directeur de protection, mais aussi d'autres directeurs qui attendent nous là, le directeur de promotion, qui font un travail fondamental, le directeur général. C'est toute ton équipe. Hein? C'est toute ton équipe. Merci, M. Mbakake Beno, plus que ça. C'est un plaisir pour me recevoir, nous. Renan Edouville de l'OPC, l'Office de protection du citoyen, l'officier protecteur du citoyen, et Amos Auguste, directeur de protection des droits humains. Messieurs, merci infiniment. Parce que nous te mettons disponibles pour Métropole. Nous ne pouvons pas avoir ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. Voilà, merci infiniment. Bonne journée. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. À venir tout de suite après la pause, Mélissa Sandoval, attachée économique de l'ambassade américaine, et Frédéric Fresnel, spécialiste économique. Avec ces deux invités, on va parler de ce forum qui doit se tenir demain, où il s'agira de l'agribusiness. La modernisation de l'agro-industrie, la clé du développement durable en Haïti, ce sera dans un instant. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt aussi. C'est le moment d'accueillir notre deuxième groupe d'invités, Mélissa Sandoval et Frédéric Fresnel, pour parler de l'agribusiness. Bonjour, madame Sandoval. Bonjour. Bienvenue à Métropole. Merci beaucoup. Frédéric Fresnel, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore. Bienvenue. Merci. Nous allons parler de l'agribusiness avec cette activité qui va se dérouler demain et où il s'agira donc de la modernisation de l'agro-industrie comme clé du développement durable en Haïti, comme thème de cette activité. Pourquoi, madame Sandoval, pourquoi cette initiative? Ok, alors merci encore pour m'avoir donné la parole pour parler aujourd'hui de notre troisième édition de le Forum Agrobusiness. C'est un forum que nous avons chaque année. Nous faisons ça pour réunir toutes les parties intéressées pour parler de comment nous pouvons travailler ensemble pour développer le secteur agriculture, parce que nous savons que ce secteur c'est fortement lié avec la croissance économique. Alors ça c'est le but au parti de l'émission de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Alors nous faisons ça chaque année et avec le AmCham, et c'est un forum qui était supporté par l'USAID et Marcoda aussi. Donc, nous devons comprendre que c'est une initiative supportée par l'USAID, oui, mais réalisée conjointement avec la Chambre américaine de commerce. Exactement, oui, c'est ça. C'est la troisième édition. Quelles sont les retombées des premières éditions? En fait, comme Mme Sandoval vient de le dire, c'est notre troisième édition. Et la dernière fois, nous avons parlé de la modernisation, de la valorisation. Aussi, cette année, il y aura un aspect sur la valorisation. Les participants ont l'occasion non seulement d'aborder la question de l'agriculture en Haïti, mais aussi, et nous savons l'importance de l'exportation en Haïti. Donc, au niveau de ce forum, les acteurs, les participants pourront bénéficier des conseils et des discussions et pour la certification à l'exportation. Il y aura également des entreprises haïtiano-américaines et d'autres entreprises qui ont bénéficié de nos conseils ou bien de nos relations pour pouvoir exporter vers l'extérieur. Jusqu'à présent, c'est ça l'idée. Oui, bien, en guise de retombées des deux premières éditions, est-ce que ça s'est effectivement amélioré selon votre constat? Voilà. En réalité, il aurait fallu avoir des chiffres. Malheureusement, je ne les ai pas avec moi. Mais nous avons de plus en plus des demandes d'entreprises. Au niveau de la section économique de l'ambassade américaine, il y a la section commerciale qui reçoit des partenaires de par le monde et chercher la collaboration avec Haïti. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir les chiffres en tête. Malheureusement, je ne les ai pas avec moi pour vous donner une idée exactement objective. Alors, qu'est-ce que vous encouragez à travers cette activité? Est-ce que vous encouragez une modernisation de notre agriculture ou bien vous encouragez des investissements
dans l'agriculture. Le forum intitulé cette année « Modernisation de l'agro-industrie, clé du développement agricole durable en Haïti » se propose comme objectif de promouvoir les opportunités existantes dans le secteur agricole haïtien. Depuis pas mal de temps, on dit Haïti est essentiellement un pays agricole. Mais ce qu'il faut voir, ou bien le message à véhiculer derrière essentiellement agricole, c'est pas seulement la mise en terre de la planture, l'arrosage et la récolte, mais il y a toute une filière pour l'agriculture. C'est vrai, l'agriculture consomme un pourcentage assez intéressant, environ 30% de notre population active, mais promouvoir l'agriculture, voir les opportunités qui existent, ça pourrait multiplier l'interaction ou bien le développement économique, comme Mme Sandoval vient de dire, la création d'emplois. C'est ça l'idée du forum. Et aussi, les participants auront l'occasion de voir ou bien d'entendre les discussions sur la valorisation de l'agrotransformation. Il y aura aussi l'occasion de voir les sources de financement, les financements disponibles et aux investisseurs voulant intervenir dans le secteur agricole. Et pas mal d'intervenants seront là pour traiter de la question et allant de la mise en terre de la plantule, aussi la question de l'énergie, de l'innovation, de la technologie, et seront abordés au cours de ce forum. Madame Sandoval a un mot, non? Oui, je suis d'accord. En gros, les forums, c'est une opportunité. Nous avons 4 entreprises américaines qui vont participer demain dans le forum pour donner des exemples. Qu'est-ce que les entreprises haïtiennes peuvent faire pour moderniser ce produit pour exporter aux États-Unis et dans le monde entier. Est-ce que l'USAID dispose de beaucoup d'argent à investir dans ce secteur? Le montant, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Non, mais il y a de l'argent disponible. Ah, bien sûr, bien sûr. Plusieurs millions. Bon. Oui. Vous avez dit oui? Oui. Oh, OK. Qui est concerné par cet argent? Qui peut être intéressé? Qui a le droit de manifester de l'intérêt pour cet argent? Les agriculteurs ou bien n'importe quel investisseur? Nous allons dire n'importe quel investisseur. Nous autres, au niveau de la section économique de l'ambassade américaine, nous travaillons étroitement avec la USAID pour recevoir les entreprises qui souhaiteraient collaborer, qui souhaiteraient recevoir un financement de la USAID. Maintenant, ce n'est pas seulement ou directement avec les agriculteurs que nous fonctionnons. Il y a pas mal d'autres entreprises et bien entendu, il y a des fournisseurs d'équipements. Si nous parlons de modernisation de l'agro-industrie, il y a également les fournisseurs d'équipements pour agir sur la productivité et surtout aux États-Unis. S'il y a un fournisseur d'équipement, vous voulez par exemple améliorer votre productivité et avoir des matériels pour transformer votre produit agricole, nous pouvons vous mettre en contact et voir comment nous pouvons vous supporter durant tout le processus. Il y a sans doute des banques, il y a sans doute d'autres structures de financement avec lesquelles que nous collaborons pour pouvoir vous aider ou vous accompagner. Nous n'attendons pas prendre la place de nos agriculteurs, ce n'est pas notre expertise, mais pour pouvoir vous collaborer et vous accompagner. Bon, peut-être ça peut être difficile pour vous de répondre à cette question, étant donné que vous n'êtes pas les bailleurs, ce n'est pas vous l'USAID, mais quelqu'un qui nous suit là, qui nous regarde, peut se poser la question à savoir qui est éligible? Qui est éligible pour accéder à ces fonds? OK. Et la question la plus facile serait demain matin, jeudi 7 décembre 2017, nous aurons tous les panels disponibles avec toutes les informations disponibles. L'USAID sera là. Et la USAID sera là. Et la Chambre américaine de commerce, AmCham, sera là. L'ambassade américaine sera là. Et la société civile, des membres du ministère de l'Agriculture et des banques, comme nous l'avons dit, des fournisseurs d'équipements
Et d'autres structures de financement, même les coopératives, ils sont là et nous serons là pour vous donner toutes les informations pertinentes à ce sujet. Un petit survol sur le thème du forum, modernisation de l'agriculture, de l'agro-industrie, clé du développement durable en Haïti. Comment, en peu de mots, on peut l'expliquer? Vous voulez y aller? Vous pouvez commencer, après ça, je vais ajouter quelque chose. OK. En Haïti, on dit souvent les femmes d'abord. Donc, allez-y, allez-y. D'accord. Allez-y. OK. Modernisation de l'agro-industrie, clé du développement durable en Haïti. L'agenda que nous aurons à traiter demain, et pour parler de l'agro-industrie, il faut quand même avoir un état des lieux du secteur agricole en Haïti. Et déjà, nous allons essayer d'aborder la valorisation du secteur agricole. Pas mal de spécialistes dans le secteur seront là pour présenter ce sujet. Ensuite, on va aller vers la modernisation. Parler de modernisation, c'est parler de productivité, technologie, irrigation, serre, etc. Et les techniques à utiliser, les matériels disponibles, souvent pas connus, et des agriculteurs en général. Ensuite, nous savons un frein qui existe au niveau du secteur agricole ou bien pour le développement agricole, c'est la question du financement. Cette question sera abordée. Et aussi, il y a la question technique. Maintenant, essayer de satisfaire. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Et la sécurité alimentaire, c'est l'objectif. Satisfaire la consommation locale et aussi pouvoir exporter. Maintenant, il faut faire notre travail de recherche, notre devoir de maison. Quand il faut exporter, il y aura des spécialistes et je suis sûr qu'il y aura, par exemple, par vidéoconférence, des gens de l'extérieur qui traiteront de la question de certification. Si une entreprise agricole locale voudra exporter vers les États-Unis, comment est-ce que cette entreprise pourra faire, quelles sont les techniques, quelles sont la méthodologie appropriée pour pouvoir exporter et de façon plus efficiente aux États-Unis. Madame, si vous voulez, ça va? Et je voulais dire seulement que quand nous marchons sur la rue, vous pouvez voir, ce n'est pas si c'est dans le sud ou bien le nord, que nous avons beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, qui peut-être les marchands n'avons pas un mécanisme pour préserver ces légumes et les produits en gros. Alors, nous parlons de moderniser le secteur. Ça veut dire que nous besoin créer un système de préservation de légumes, des fruits, une défense contre les catastrophes naturelles et différentes choses comme ça pour assurer que le secteur est fort et renforcé pour et assurer que l'économie en Haïti restera forte et protégée est essentiel. Quelles sont les personnes habilitées à participer au forum? Okay. Il y a une légère innovation par rapport aux années antécédentes. L'entrée est gratuite cette année. Donc, et comme nous avons mentionné les participants et acteurs de tout à l'heure et quelques membres du ministère de l'Agriculture et société civile, d'autres banques, institutions, etc. Mais tout le monde, vraiment tout le monde. Et dans le passé, nous avons collaboré avec les universités. Certaines universités ont présenté les résultats de recherche sur l'agriculture et ce sera le cas aussi cette année. Mais vraiment, tout le monde pourra bénéficier et c'est l'entrée gratuite. Et nous rappelons que c'est demain, 7h, demain 8h, 4h, à l'hôtel Kinam, place Saint-Pierre, Pétionville. Oui. Merci. Un dernier mot, Mélissa? Merci encore et j'encourage à tout le monde de venir à l'Agro-Business Forum demain et tout le monde est bienvenu. Merci Mélissa Sandoval. Merci. Frédéric Fresnel, un mot, non? Sinon, un dernier mot pour nous juste rappeler succinctement, c'est une occasion pour encourager le dialogue. Encourager ou provoquer même le dialogue
et autour des moyens à utiliser pour rendre le secteur agricole en Haïti durable et atteindre les objectifs de notre économie vers la croissance, la création d'emplois. Merci encore, M. Théodore. Merci. Mélissa Sandoval, attachée économique, et Frédéric Fresnel, spécialiste économique à l'ambassade américaine. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Passez une bonne journée et bonne chance. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.